Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la hors-série Inclusion du podcast de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Je m'appelle Lia Ferranti, je suis membre bénévole du comité idéation et programmation de la Jeune Chambre et je suis également la fondatrice d'Ala3 Média. Aujourd'hui, on va parler d'immigration qualifiée et du secteur avec Senabou Sen et Anthony Diaz. Merci pour votre présence aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Donc pour commencer, est-ce que vous voulez peut-être vous présenter brièvement et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que Senabou, tu veux commencer? Bien sûr. Déjà, merci pour l'invitation aujourd'hui. Je m'appelle Senabou Sen. Je suis d'origine sénégalaise, puis ça fait 20 ans que j'habite ici à Montréal. Je suis arrivée comme étudiante internationale et j'ai fait mes études en comptabilité. Donc, j'ai fait mon expertise comptable ou on appelle ça comptable professionnel agréé pour les anglo-saxons. CPA, et c'est ça? CPA, c'est bien ça. Et j'ai toujours eu un désir, en fait, de créer des ponts entre les continents et de travailler au niveau de l'internationalisation. D'ailleurs, j'ai eu à le faire lors de mes anciens emplois. Donc, en 2019, j'ai lancé Cora International pour une première fois. Malheureusement, il y a eu la pandémie, donc on a dû mettre nos activités en arrêt. Et ensuite, j'ai eu la chance de travailler pour les deux plus grandes agences de développement économique ici au Québec, donc Montréal International et Québec International, où j'accompagnais les entreprises montréalaises dans le recrutement international. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, que les travailleurs internationaux avaient vraiment du mal à comprendre les codes, même s'ils ont les compétences, ils avaient du mal vraiment à se faire recruter. Donc, en mai 2024, j'ai relancé Cora, mais cette fois-ci avec un focus au niveau des travailleurs internationaux. Puis, notre mission, c'est vraiment de les aider au niveau de leurs intégrations professionnelles. Donc, c'est moi. Génial. Vraiment, autant personnel du coup que professionnel, tu es vraiment dans le milieu, tu connais bien. Absolument. Et toi, Anthony? Moi, c'est Anthony Diaz. Je suis d'origine colombienne et ça fait 14 ans que j'habite ici. Je suis arrivé avec ma famille, donc mes parents et ma petite sœur. Et depuis que je suis très jeune, j'aime les maths. Je suis mathématicien de profession. Et ce que j'aime, c'est la résolution des problèmes. En mathématiques, ce qu'on aime, c'est trouver des solutions simples à un problème complexe. Absolument. Depuis très jeune, j'ai fait l'entrepreneuriat parce que j'ai fait le parallèle entre les mathématiques pour la solution des problèmes théoriques et l'entrepreneuriat pour utiliser la technologie pour faire la solution à impact. En ayant vécu toute mon expérience d'immigration et en étant entouré des immigrants d'un peu partout dans le monde ici à Montréal, j'ai remarqué différents problèmes qu'il y avait dans l'intégration, dans tous les processus que ça implique avant de pouvoir devenir citoyen. Et c'est pour ça qu'il y a 1 an et demi, je me suis concentré sur ce problème et on a lancé Ask Aya, qui est une plateforme qui simplifie le processus d'immigration en permettant que les gens puissent pouvoir avoir accès à l'information dans leur langue de façon simple pour faire le suivi de ces dossiers et pour pouvoir y avancer sans avoir besoin de dépenser autant d'argent ou dépendre des autres personnes. Donc c'est ça notre mission. Un peu le nerf de la guerre, hein. Je pense que pour tous les immigrants qui sont passés par là, arriver à comprendre et trouver quelqu'un qui posait des questions, c'est très difficile quand on a les enjeux d'immigration. Donc merci. Puis j'en profite aussi du coup pour expliquer, donc vous l'entendez à mon accent, moi aussi je suis immigrante. Ça va faire 12 ans que je suis au Québec, donc c'est vraiment un sujet qui me touche aussi personnellement. Donc je suis très contente de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous. Merci pour votre présence. Alors pour commencer, on voudrait un petit peu parler du défi des immigrants qualifiés. Donc qu'est-ce qui, selon vous, distingue en fait le parcours des immigrants qualifiés par rapport aux autres profils en général? Qu'est-ce qu'on appelle en fait immigrant qualifié? Parce que quelqu'un qui connaît pas du tout ça, a jamais entendu ce terme. En immigration, on en entend beaucoup parler, en politique aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on est un immigrant qualifié et c'est quoi les caractéristiques, mettons, de ce type de profil-là? Alors, pour répondre à la question, les immigrants qualifiés, c'est vraiment des immigrants qui ont un certain diplôme et qui ont aussi une certaine expérience. Donc, ce qui arrive, c'est que il y a des tables de concertation entre les entreprises, les clusters et les grappes sectorielles, puis le ministère de l'Immigration. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir identifier quels sont les postes qui sont en pénurie.
Avec cette identification-là, il y a des politiques qui sont mises en place pour aller faire du recrutement international, puis attirer ces immigrants qui ont des profils spécifiques. Donc, je dirais, c'est vraiment ça, la définition d'un immigrant qualifié. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un paradoxe dans le sens où ces immigrants sont attirés à cause de leur qualification, mais une fois arrivés sur place, ils ont du mal à intégrer le marché. Donc, ce qui arrive, c'est que soit il y a une équivalence où le diplôme est reconnu, mais pas crédible. Ou encore, ça peut être l'expérience peut être solide dans son pays d'origine, mais pas locale. Donc, cet immigrant-là se retrouve dans une situation où il doit vraiment recommencer ou prendre des postes débutants ou tout simplement changer de carrière carrément. Et ça, ce serait plutôt les immigrants, oui, les immigrants qualifiés. J'aimerais parler un petit peu plus aussi des étudiants internationaux qui sont considérés comme qualifiés, même s'ils n'ont pas l'expérience nécessaire. Donc oui, je serais super intéressée aussi de savoir au niveau des étudiants, c'est quoi leur réalité aussi à eux, parce que ceux qui se diplôment ici, j'imagine, ont aussi un peu le parcours d'un immigrant qualifié. Parfait. Alors, ce que je pourrais dire pour le cas que j'ai déjà présenté, ce serait par exemple les résidents permanents qualifiés. Ouais. Donc ça, c'est les programmes de résidents permanents, mais qualifiés. Pour les étudiants internationaux, c'est des gens qui viennent pour faire leurs études. Et comme vous le savez, ils payent vraiment une fortune là pour faire leurs études. Malheureusement, étant donné qu'ils ont un statut d'étudiant, ils ne peuvent pas travailler à temps plein. Et c'est limité à maximum 24 heures, dépendamment du profil de l'étudiant. C'est assez difficile d'acquérir de l'expérience avec seulement 24 heures. On sait bien que la culture de stage, ce n'est pas vraiment une culture qu'on retrouve ici. Donc, trouver un stage à 24 heures, payé, par exemple, moi, quand je faisais la comptabilité, à l'époque, c'était impossible de trouver un stage pour 20 heures et acquérir l'expérience. Donc, je suis sortie de l'école, puis on m'a dit, malheureusement, t'as pas l'expérience. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui veulent te donner ta première expérience. Absolument. Donc, c'est vraiment assez difficile à naviguer. Puis aussi tout le mythe qu'on entend beaucoup de la première expérience canadienne. On entend souvent les immigrants qui arrivent et qui disent j'arrive pas à trouver un emploi, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourtant j'ai toutes les compétences. Et on entend souvent c'est parce que t'as pas eu ta première expérience canadienne, et ça finit souvent justement dans des rôles un peu d'entrée de poste. De poste, des rôles juniors. Absolument. Et c'est très dommage parce que quand on parle des immigrants qualifiés, on les vit souvent, et avec mes parents, je l'ai vécu, c'est des professionnels qui arrivent en croyant qu'ils ont tous leurs tâches cochées. Ils se disent, on a les études, on a l'expérience professionnelle, on a la langue, on a même une offre d'emploi. Donc, absolument. Ça devrait être valorisé, ça va être simple, l'immigration. Mais quand ils arrivent ici, il y a des barrières invisibles qui font que l'intégration soit pas facile. Les diplômes qui sont reconnus, mais pas acceptés. Et l'expérience locale qui est difficile à pouvoir intégrer si personne ne te donne la première opportunité. Et aussi des réalités qui ne correspondent pas à la réalité d'un immigrant. Le fait de devoir faire des bénévolats ou faire des stages non payés alors qu'ils doivent maintenir une famille ou ils doivent payer les sommes qu'ils ont investies pour pouvoir migrer ici. Absolument. Ça fait que très souvent, les gens doivent sortir en fait avec des statistiques. Seulement 24% des immigrants qualifiés qui arrivent ici au Québec peuvent exercer dans leur profession dans leur première année ici. Donc ça montre qu'il y a un défi pour faire l'intégration et pouvoir faire qu'ils puissent contribuer à la société québécoise plus rapidement. Absolument. Puis comme ça fait aussi partie de la confiance en soi. Après, quand on n'est pas reconnu pour son travail, ça fait partie des deuils de l'immigration aussi tout le monde vit quand on change de pays, on change de culture, on comprend pas forcément les codes. On entend aussi beaucoup parler de la non-reconnaissance des diplômes, puis vous l'avez mentionné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que c'est concrètement cette non-reconnaissance du diplôme dans la vie d'un immigrant qualifié, mettons?
Oui, pour la non-reconnaissance des diplômes, il y a des procédures qui sont en place pour faire des équivalences, pour faire reconnaître les diplômes. Donc déjà, c'est des procédures assez lourdes, même si ça peut être justifié jusqu'à un certain degré. Mais ensuite, une fois que le travailleur a son diplôme de reconnu, comme je l'ai dit, il y a toujours cet aspect où est-ce que c'est crédible? Parce que à la fin de la journée, même au niveau de l'équivalence, on dit c'est une équivalence, mais c'est pas exactement un bac que tu as eu à l'UQAM. Donc, au niveau de l'entreprise, comment est-ce qu'on peut traduire cela? Donc, il y aura toujours un blocage en termes du recrutement de ce travailleur-là qui a eu son diplôme à l'étranger. Et ce que ça implique, c'est vraiment un manque de sentiment d'appartenance, le fait de manquer de confiance en soi aussi, comme tu l'as si bien mentionné, mais aussi la frustration, parce que la personne doit vraiment essayer de se valoriser 5 fois plus. Et ce qu'on fait chez Cora International, c'est ça aussi, on aide les gens à avoir une stratégie personnalisée et aussi à se démarquer. Mais c'est une démarcation ou une différence que cette personne doit faire que une autre personne avec un profil pareil, mais qui a eu son diplôme ici ou qui a eu son diplôme dans un autre pays plus proche du Canada n'aurait pas nécessairement eu à faire. Ok, si je comprends bien, ce que tu veux dire, c'est que, mettons, si je suis un employeur et que je vois que quelqu'un a un diplôme et qu'il y a une équivalence, vu que je reconnais pas l'école, ça se peut que je comprenne pas la valeur du diplôme. C'est absolument ça. Ok, versus quelqu'un dans un pays que je connais, je vais peut-être reconnaître les noms des écoles parce que sont plus dans mon réseau, dans mon milieu. C'est ça. Puis on sait que, bon, étant donné que j'ai travaillé dans le milieu du recrutement, les ressources humaines ne veulent pas nécessairement faire d'erreurs aussi et prendre certains risques. On est d'accord. C'est qu'on est en train de prendre un risque. On est en train de, de miser sur le potentiel de quelqu'un parce qu'il n'y a pas vraiment de connaissances ou de passerelles, parce que les passerelles sont pas nécessairement présentes. Donc, c'est sûr que la personne qui recrute va vouloir aller avec le candidat pour qui il connaît le diplôme, il connaît le pays d'origine et qui soit beaucoup plus proche que les réalités d'ici. Effectivement, c'est vrai qu'on en entend souvent parler du coût du recrutement, mais il y a aussi de l'autre côté, quand on manque de main d'œuvre, il faut trouver aussi une solution. Exactement. Anthony, est-ce que tu veux rebondir là-dessus? Nous, chez Askaya, on travaille plutôt avec les compagnies qui veulent retenir leurs employés, ceux qui ont besoin de renouveler leur permis de travail ou passer à la résidence permanente. Fait qu'ils sont déjà sur place et ils ont déjà travaillé dans l'entreprise, donc ils ont déjà été recrutés. Oui, et on voit l'autre défi pour l'employeur, c'est comment pouvoir garder cet employé en tenant compte de l'incertitude qu'il y a avec les changements de loi d'immigration, la complexité que ça prend pour pouvoir renouveler le permis. Absolument. Donc, il y a des fois ces paris où ils commencent à faire combien ça me coûterait engager une nouvelle personne, à combien ça me coûterait garder cet employé. Et ils veulent le garder parce que c'est une personne qu'ils connaissent déjà. Absolument. Et qu'ils savent c'est quoi le potentiel. Donc, c'est différemment à ceux qui doivent arriver. Par contre, le temps qui s'élonge de plus en plus, par exemple, pour renouveler un permis de travail fin janvier, c'était 132 jours en moyenne. Hier, c'était 235 jours. Et avec la coupure qui a annoncé l'IRCC de plus de 3000 employés, qui n'est pas encore effectué, mais ça va se faire, c'est-à-dire que les temps d'attente vont augmenter. Qui sont déjà très longs en plus. Donc ça commence à faire poser des questions aux employés et c'est là où nous intervenons. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tableau dans lequel les compagnies peuvent faire un suivi de l'état d'immigration de chaque employé et ils peuvent se prendre à l'avance. Parce que comme ça, ils vont avoir la visibilité de ils sont rendus à quelle étape et on envoie des reminders, on envoie des alarmes tant à l'employé qu'à l'employeur pour qu'il puisse se prendre à l'avance et comme ça, il puisse garder cette relation. Absolument. C'est vraiment intéressant, Anthony, parce que chez Cora International aussi, on a mis en place un service de cartographie et un plan de continuité avec les changements au niveau de l'immigration actuelle. Ce qui arrive avec les statuts de travailleurs temporaires, c'est que
malheureusement, certains travailleurs étrangers ne vont pas pouvoir avoir leur contrat de renouveler à cause des changements de loi d'immigration. Donc, comme Antoline a si bien dit, nous, notre service de cartographie, c'est vraiment axé beaucoup à l'humain. Donc, ce serait une solution pour que l'entreprise puisse savoir où se trouve le travailleur étranger temporaire, donc dans quel poste. Est-ce que ce poste est critique pour l'entreprise et les opérations? Quelle est la date d'expiration de son permis de travail? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir la résidence permanente, le permis ouvert, etc. Et de le regarder aussi sous un angle familial, parce que ça, c'est des travailleurs qui viennent avec leur famille et du jour au lendemain, qui se font dire que, malheureusement, vous allez devoir retourner dans votre pays parce qu'on peut pas renouveler. Il y en a même qui ont eu l'appel avant d'arriver au Canada, où on leur a dit, malheureusement, on peut plus vous recevoir comme travailleur. Mais les gens, ils vont quand même venir parce qu'ils ont déjà lâché leur emploi dans leur pays d'origine. Donc, c'est vraiment ça. Donc, c'est génial que vous le fassiez de façon technologique et innovative. Nous, chez Cora, c'est vraiment l'aspect humain qu'on offre à peu près le même service. C'est intéressant. Comme quoi, il y a vraiment un besoin parce que moi-même, ayant dû renouveler mes papiers, vous aussi, là, il y a rien de plus stressant que de savoir est-ce qu'on rentre toujours dans la petite case qu'on a déjà fait par le passé, comment on doit faire, comment on se connecte, c'est quoi les délais, à quel moment il faut s'y prendre. C'est tellement d'incertitudes. Et pour les entreprises qui ont des centaines d'employés, c'est énorme. Même pour les plus petites aussi, c'est une grosse charge. Oui. Et est-ce que vous avez déjà vécu ces enjeux-là personnellement? Ça fait quand même longtemps que vous êtes là, mais c'est quoi votre expérience par rapport à tout ça? Bon, mon expérience, je suis arrivé ici avec ma famille. Mes deux parents sont comptables professionnels à la Colombie. Ils sont venus ici avec le programme d'immigration pour des travailleurs qualifiés. Donc, quand on est arrivé, on avait la résidence permanente. Par contre, quand ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte que leur diplôme, même si c'était reconnu, comme on parlait dans la première question, il n'était pas validé. Ouais. Donc, pour trouver la première expérience, il fallait qu'ils refassent des cours, qu'ils fassent le papier avec l'ordre des comptables, qu'ils fassent des stages non payés. Et durant tout ce temps, il fallait qu'ils continuent à travailler pour maintenir la maison. Absolument. Pour ma petite sœur et pour moi qui avait 15 ans à cette époque-là. Donc, ça a été un frein. Et ça fait que on n'avait pas l'argent pour pouvoir payer un consultant en immigration ou un avocat pour nous aider. Donc, du coup, je suis devenu le traducteur officiel de la famille, alors que j'apprenais la langue en même temps. Ah ouais. Et en parlant avec mes amis, on se rend compte que c'est la réalité de plusieurs familles immigrantes. Où en étant jeune, on doit trouver la façon de pouvoir aider, comprendre et essayer de ne pas faire d'erreurs. Parce qu'on prend un pari. Parce que les temps d'attente que je t'ai nommé tantôt, si tu fais une erreur, que ce soit mal écrit ton nom entre un formulaire et un autre, ce que ça va faire, c'est, après ces 234 jours, ils vont te retourner tous les formulaires et te dire, oups, il y a une petite erreur, il faut que tu renvoies. Donc, ça peut prendre 2 ans de délai. Absolument. Et c'est pour ça que chez Askaya, une des choses qu'on a implémentées, c'est justement pour que les gens ne soient pas des traducteurs. On a mis une fonctionnalité dans laquelle les gens peuvent juste prendre une photo des lettres officielles qu'ils reçoivent du gouvernement. Et les traduire. Ça va les traduire, c'est disponible en plus de 80 langues. Et aussi dire quelles sont les prochaines étapes que la personne doit faire. Nice. Génial. Donc, c'est là où je parle de comment utiliser la technologie. Absolument. Pour donner un impact réel. Absolument. C'est drôle parce que souvent, on dirait que d'être passé à travers le processus d'immigration, ça m'a tellement fait réaliser mes privilèges en tant que francophone, qu'éduquée, que quelqu'un qui avait quand même des ressources. Et malgré ça, l'anxiété que ça m'a créé de faire des papiers, l'anxiété de ma famille, des gens autour de moi que ça a créé. Et je me souviens recevoir des lettres et puis pas être sûre de si je comprenais bien, alors que je suis francophone, enfin je suis née, c'est ma langue maternelle, donc j'imagine même pas quand on est un enfant qui est responsable d'une famille, qui doit traduire, ou même quand on est une personne qui est pas francophone de langue native, comment ça doit être une pression et une angoisse autant financière que psychologique en fait, de devoir passer ces étapes-là. Absolument.
Et toi, c'est Nabou? Oui, ben moi, bon, je viens d'un pays francophone, donc j'ai pas eu la barrière de la langue, même si mes premiers cours à l'université ont été quand même assez difficiles parce que je comprenais pas le québécois. Donc je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut pas négliger, même si on est francophone, c'est un français différent, donc c'est un français québécois. Donc moi j'ai commencé en administration des affaires, puis ensuite j'ai bifurqué, puis j'ai changé pour la comptabilité. Donc j'ai fait mon expertise comptable, j'ai passé les examens de l'ordre, puis j'ai commencé à travailler dans le domaine, puis je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Donc ce qu'on m'a vendu à l'université, c'était pas nécessairement la réalité, il me manquait vraiment l'aspect humain, même si je suis fascinée par comment fonctionne une entreprise, la raison pour laquelle je suis entrepreneur maintenant. Il y avait aussi cet aspect humain-là qui me manquait. Donc quand j'ai lancé Cora International en 2019, c'était juste l'orientation des étudiants internationaux à partir de leur pays d'origine. Donc ça, c'est aussi un autre défi sur lequel on doit travailler. Les informations la majorité sont disponibles sur les sites gouvernementaux, mais comment les vulgariser? Vous l'avez dit, comment les vulgariser, que ce soit pour l'étudiant qui a 18-19 ans, moi je suis arrivée à l'âge de 19 ans, ou que ce soit pour le travailleur qui a quand même, le travailleur qualifié qui a 30-35 ans. C'est des réalités différentes et c'est important qu'il y ait une façon de pouvoir leur expliquer c'est quoi la réalité et c'est vraiment ça qui va les aider. Donc moi, dans mon cas, j'ai dû changer de programme. Puis quand le moment est venu de rentrer dans le marché du travail, ça a été assez difficile parce que j'avais pas assez d'expérience de travail parce que j'étais étudiante internationale. Puis ensuite, j'ai dû me reconvertir à plusieurs reprises pour entrer dans le milieu international. Et là, il a fallu vraiment que je sois super créative, que j'utilise le fait que je parlais plusieurs langues, que je me démarque avec un CV bien optimisé, un plan de 90 jours pour dire que dès que j'intègre votre compagnie, voilà ce que je vais faire. Mais c'est vraiment ça que l'immigrant doit faire, alors que malheureusement, c'est pas nécessairement équitable. Absolument, absolument. Voilà. Vous avez mentionné tous les deux un peu que on est tous d'accord là que le système d'immigration est quand même c'est un peu lourd, c'est complexe. On a nommé la langue, la vulgarisation des informations. C'est quoi les autres points un peu de friction qu'on peut retrouver classiques dans ce genre de parcours-là rapidement comme ça? Et pour rebondir sur l'accès à l'information, il y a un point très important à faire, c'est si bien il existe beaucoup de groupes sur Facebook ou sur WhatsApp où les gens sont prêts à pouvoir partager l'information parce qu'ils veulent aider les autres. Absolument. Malheureusement, chaque cas est unique. Et on ne peut pas se baser sur les expériences des autres pour faire ses propres choix. Et c'est là où c'est très important d'y avoir accès à cette information, mais que ça soit officiel. Absolument. Et que la vulgarisation qu'on fait soit à partir de ta propre réalité. Et donc, ça, c'est un aspect à tenir en compte. C'est un très bon point. C'est vrai, c'est drôle, j'avais jamais pensé, mais comme beaucoup, moi je suis sur des groupes aussi immigrants, je suis sur les groupes des Français immigration RP Italie aussi, parce que je suis franco-italienne, et à chaque fois c'est eux qui m'ont aidé dans des phases où j'étais bloquée, puis que j'avais pas les moyens d'avoir un consultant. Je tapais des groupes en disant au secours, j'ai reçu cette lettre, qu'est-ce que ça veut dire? Cette communauté-là, heureusement qu'elle est là, mais ils ont pas toujours la réponse exactement, parce que souvent on a des cas super spécifiques où personne est habitué, donc des fois, c'est comme l'importance de la communauté aussi. Et des fois, en tant qu'immigrant, on l'a pas forcément non plus. Là, il faut la recréer. Mais c'est super important d'avoir justement des solutions comme vous qui permettent de recréer un peu aussi ce safe space-là aussi, je pense, de sécurité. Donc, on a dit problème d'information, vulgarisation, accès à la langue ce qui sont déjà des énormes problèmes. Puis la durée aussi, j'imagine, sont des problèmes des points de friction, mettons, importants. Oui, si on parle d'intégration au marché du travail, je pense que tu pourrais mieux en parler, mais nous, on a le cas d'un médecin colombien qui malheureusement est retourné dans notre pays parce qu'il est très renommé là. Il nous disait le temps pour pouvoir exercer ma profession ici, c'est entre 7 et 10 ans. Alors que là-bas, j'ai déjà un emploi, j'ai déjà une maison, j'ai déjà une facilité. Donc,
pourquoi je ferais ce changement. Absolument. Et c'est dommage quand on sait qu'on manque de main-d'œuvre qualifiée, on manque de personnel dans le milieu de la santé. Donc, absolument. C'est drôle, j'ai la même anecdote. Je travaillais dans un centre de recherche en psychiatrie, puis on travaillait avec un neurochirurgien qui était brésilien et il travaillait avec nous à distance dans un centre de recherche, puis il essayait de travailler au Québec et ses diplômes n'étaient pas reconnus. Et pendant la pandémie, ils lui ont proposé de devenir préposé aux bénéficiaires ou infirmier en compensation pour que s'il participait à la pandémie, on allait l'aider à avoir une reconnaissance de ses diplômes. Puis finalement, ça s'est pas passé exactement comme ça. Il est retourné dans son pays et ça a été tellement un choc pour l'équipe de recherche de se dire que de la perte de ce type de talent-là à cause des processus d'immigration, de la reconnaissance des diplômes, comme quoi ça, le visage de l'immigration n'est pas toujours celui qu'on pense là. Il est tellement varié, puis c'est souvent des gens qui ont beaucoup de compétences ou en tout cas ils ont vraiment une volonté d'intégration. C'est Nabou, est-ce oui, que... absolument. En effet, parce que moi, au niveau des accompagnements que je fais, j'accompagne beaucoup de travailleurs qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Mm-hmm. Et là, au niveau de la santé, si je prends un exemple, les infirmiers, disons sénégalais, ils ne peuvent pas travailler comme infirmiers ici. Bon, on comprend parce qu'il y a l'ordre des infirmiers et infirmières du Québec. Dès qu'il y a un ordre, ça veut dire que la personne va venir sûrement comme préposé aux bénéficiaires. Et si c'est les ingénieurs, ça pourrait être un technicien ou un chargé de projet, mais pas un ingénieur. Maintenant, le souci, c'est plus au niveau des passerelles. Comment leur donner les informations et l'autre challenge ou l'autre défi qu'on a aussi dans certains pays, disons africains ou d'autres, les universités publiques, c'est assez difficile d'aller chercher ces diplômes. Donc, il y a un délai aussi qui se crée. Puis la personne qui n'arrive pas à avoir ses relevés de notes, parce que le système d'archivage n'est pas n'est pas là ou quasi inexistant. Cette personne est pénalisée alors qu'elle est quand même compétente. Donc, je pense que là, le Québec se tourne de plus en plus vers l'Afrique de l'Ouest parce que c'est un bassin francophone, mais il y a encore du travail à faire au niveau des équivalences, donc et la création de passerelles. Donc, dans ta liste, là, je rajouterai ça. L'autre point aussi qu'Anthony avait soulevé tout à l'heure, au niveau de la rétention et l'intégration, souvent, on se concentre vraiment sur l'attraction des travailleurs, des étudiants, mais on ne pense pas à comment est-ce qu'ils vont s'intégrer. Donc, c'est pas juste le rôle du gouvernement. Le gouvernement, il y a un rôle, le travailleur a un rôle, le diplômé aussi, mais les entreprises aussi. On pourra peut-être en discuter plus tard. Absolument. Et rapidement comme ça, est-ce que vous auriez des pistes d'amélioration qui pourraient être mises en place, qui pourraient aider si jamais quelqu'un nous entend, qui pourrait avoir un impact? Qu'est-ce qu'on demanderait? Ce serait quoi si on avait une baguette magique, nos vœux de changement comme ça? Alors pour le gouvernement, c'est sûr que c'est travailler plus fort là pour avoir les équivalences possibles, comprendre les systèmes dans les autres pays. Étant donné que là on parle des pays francophones, essayer de trouver ces équivalences et mettre en place des passerelles assez rapidement. Même une grille, quelque chose. Oui, alors une grille, puis une liste d'écoles, disons, ou d'universités qui sont éligibles, etc. Donc ça, ce serait au niveau du gouvernement, mais aussi du financement aussi pour la rétention. Donc là, il y a eu pas mal de coupures au niveau des budgets de financement pour les organisations, les OSBL à but non lucratif qui aident les immigrants. Donc, des programmes qui permettraient de retenir, pas juste d'attirer les travailleurs. Ensuite, pour les entreprises, moi, je dirais mettre en place des programmes de formation qui permettraient une mise à niveau. Oui, la personne qui vient de l'étranger a les compétences nécessaires, mais il y a une réalité de l'environnement de travail. Le marché québécois est différent. Il y a des règles formelles puis informelles. Ça permettrait aussi que la personne puisse se projeter dans l'entreprise et puisse évoluer. Il faut toujours, en tout cas, essayer de se mettre à la place de ce travailleur. Il y a beaucoup de choses qui sont common sense, puis évident pour nous qui avons grandi ici ou qui avons duré ici, c'est carrément une autre réalité pour l'autre personne. Donc, ne rien prendre pour acquis pour les entreprises. Donner la chance au potentiel,
puis les aider aussi comment dire, à s'intégrer. Et finalement, pour les travailleurs, le temps que le système change, ils doivent faire leurs preuves 5 fois plus. Ils doivent se démarquer, avoir un CV impeccable avec les mots-clés qui vont passer à travers les ATS, donc les outils de tri de candidature. Il va falloir aussi savoir comment se valoriser et se vendre. Absolument. Dans plusieurs cultures, se vendre, c'est pas nécessairement une bonne chose, au contraire, l'humilité. Donc, apprendre les codes culturels et finalement, ne pas juste se limiter aux outils ou de documents de candidature de base qu'on a comme CV, lettre de motivation, mais qu'est-ce que tu peux faire, quelle est la valeur que tu peux apporter à l'entreprise dès que tu es en contact avec un recruteur. Une dernière chose, c'est qu'on n'a pas de réseau, comme tu l'as dit, les immigrants qui sont pas encore là et ceux qui sont là. Donc, il faut créer ce réseau-là de façon stratégique, s'entourer de mentors, s'entourer de personnes qui ont le poste convoité et vraiment aller chercher le plus d'informations possible. Voilà. Absolument. Merci. Je pense que ça serait super utile. Et toi, Anthony, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette belle liste? Oui, au niveau de l'accès à l'information, c'est ça que nous, on développe chez Askaya. C'est qu'on a créé un assistant virtuel qui permet d'avoir l'accès à l'information à l'information officielle du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, en plus de 80 langues. De telle façon que les gens puissent avoir des conversations, mais aussi en centralisant leurs documents, puissent avoir des réponses qui correspondent à leur cas. Absolument. Donc, ça vient résoudre le problème qu'on parlait par rapport à la manque d'informations. Et là, on trouve, il y a 2 problèmes qui me sont venus en tête en parlant de ça. C'est au niveau du gouvernement, il faut qu'il y ait une mise à niveau entre les lois provinciales et fédérales. Parce que moi, en tenant compte le travail qu'on fait avec Askaya, on se rend compte que il y a des fois des informations qui se contredisent entre ce qu'on trouve dans le site du Québec, dans le site du Canada. Et même, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais quand vous regardez la version en français ou la version en anglais d'un même site, ça dit des fois des choses différentes. Donc, c'est dommage parce que ça génère l'incertitude, ça génère cet stress innécessaire à l'immigrant qui ne savait pas à qui faire confiance. Il y a aussi, ce qui n'est pas négligeable, l'investissement que la personne doit faire pour pouvoir rester. Absolument. Il y a des frais qu'il doit payer, mais qu'il doit payer au gouvernement pour pouvoir faire le processus, mais aussi il y a des frais que la personne doit payer, ça soit en argent ou en temps, pour pouvoir rester. Pour vous mettre en contexte, pour un employeur qui veut payer le renouvellement d'un permis de travail avec un avocat, le prix moyen, c'est entre 8 000 et 10 000 dollars par personne, ce qui n'est pas un prix négligeable. Absolument. Et le prix doit être assumé par l'employeur, mais il y a des cas où c'est l'employé qui l'assume pour pouvoir rester. Donc, ça, c'est dommage parce qu'en plusieurs cas, ce qui arrive, c'est un des problèmes où nous, on veut miser beaucoup, c'est dans la transparence des services. Quand les gens prennent des services de représentation, le prix n'est pas clair depuis le début. Et la flexibilité du prix, ça va dépendre de c'est quoi ton urgence, c'est quoi ta réalité, ta situation financière. Donc, ça va donner des prix différents d'une personne à une autre. Alors que nous, ce qu'on s'est dit, vu qu'on a pu automatiser plusieurs processus et faciliter le travail à notre avocat, on donne un prix fixe à n'importe quel employé. Si un employeur a besoin de renouveler un permis, c'est 1 500 dollars par personne. Si une personne a besoin de renouveler son permis de travail, de sortir sa résidence permanente, c'est 690 dollars pour faire tout le processus. Et comme ça, on te donne toute l'information, le dossier clé en main, pour que ce soit toi qui comprends qu'est-ce que tu vas soumettre. Et si tu as des questions supplémentaires, tu puisses le faire sans avoir besoin de payer des heures de consultation de plus. Absolument. Je ne sais pas où vous étiez quand j'ai fait ma demande de RP. J'aurais eu bien besoin d'un petit Askaya à ce moment-là.
Mais effectivement, c'est des super points. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres points qui te viennent rapidement comme ça? Ça fait déjà pas mal. Une belle liste qu'on peut envoyer au gouvernement si vous nous entendez. Un chatbot qui nous répondrait déjà, ce serait absolument incroyable. Génial, ou des consultantes qui seraient là pour soutenir. Ça ferait vraiment une différence. Bon, je vous dirais que ce qu'on bâtit, c'est pas juste dans ma tête ou mon équipe, c'est le résultat des entrevues qu'on a fait. J'ai fait une centaine d'entrevues à des immigrants de différentes nationalités pour comprendre leur réalité. Parce que moi, j'ai vu une réalité, mais chacun a vécu l'immigration de sa façon. Aussi, on a fait des entrevues à des agents d'immigration, de l'IRCC, pour comprendre de quelle façon ils travaillent, de jour après jour, comment ils reçoivent les dossiers, comment ils les révisent, pour bâtir un dossier qui soit facile à lire pour eux. Absolument. Et on a fait des entrevues aussi à des consultants d'immigration, qu'avant que je sorte le projet, ils m'aimaient, maintenant, ils m'aiment pas moi. Mais ils m'ont expliqué que c'était leur réalité aussi. Et ça m'a permis de pouvoir comprendre la problématique de différents angles pour pouvoir mettre en place des solutions qui peu à peu va simplifier la vie des personnes. Absolument. Mais qui va résoudre des problèmes que les gens vivent dans ce moment. Ben oui, absolument. En fait, tous les deux, vous offrez vraiment deux solutions très innovantes à ces problèmes-là. Et puis, c'est ça qui travaille vraiment conjointement en amont pour Cora International et une fois qu'on est employé pour Askaya. Est-ce que j'imagine que cette volonté-là de créer ces solutions vient de votre expérience personnelle et de ce que vous avez vu autour de vous. Vous nous avez parlé un petit peu déjà donc des solutions que vous avez mis en place et comment vous interagissez et qu'est-ce que vous offrez comme service. Qu'est-ce que vous voudriez dire à quelqu'un qui justement voudrait travailler avec vous et qui saurait pas trop comment, mettons, qui voudrait embaucher quelqu'un ou qui voudrait garder quelqu'un? C'est quoi un peu les premières étapes pour travailler avec vous? Alors, chez Cora International, notre mission, c'est vraiment de valoriser les compétences acquises à l'international. Et l'idée, c'est d'aider ces travailleurs à ne pas recommencer à zéro, à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences. On est d'accord qu'un médecin dans notre pays ne peut pas nécessairement devenir médecin ici, mais on lui donnera les informations nécessaires. Et l'idée, ce serait qu'il commence au moins dans le secteur et pas trop bas au niveau de l'échelle. Donc, ces informations-là sont accessibles, grâce à notre accompagnement à partir de leur pays d'origine. Donc, il y a ce volet-là pour les travailleurs étrangers ou les candidats travailleurs étrangers temporaires qui ont un profil spécifique et qui veulent venir. On offre un service de coaching carrière de 3 mois. Donc, on a aussi le service de reclassement professionnel qu'on a lancé récemment. Et ça, c'est pour les travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà arrivés sur place et malheureusement qui ne peuvent pas rester à cause des changements de loi d'immigration. Donc, on ne les aide pas juste à c'est pas vraiment un service d'employabilité qu'on offre, c'est vraiment un service de repositionnement. Donc, que ce soit ici au Québec ou que ce soit ailleurs au Canada, l'idée, c'est qu'on veut garder ces travailleurs au Canada, dans le pays. Puis, finalement, les travailleurs qui sont déjà là, qui ont des compétences qui ne sont pas valorisées, on les accompagne aussi avec un cheminement sur mesure, avec une stratégie très personnalisée, comment se démarquer, comment créer un réseau, encore sur 3 mois. Donc, c'est ça qu'on fait. Puis, l'objectif, c'est vraiment d'aider les travailleurs, mais aussi d'aider les entreprises, les gestionnaires, puis les RH pour qu'ils puissent retenir ces travailleurs-là à la fin de la journée, puis qu'ils puissent comprendre mieux leur réalité. Nous, on est ouvert à n'importe quel immigrant qui a besoin d'aide et le processus, on l'a divisé en 3 étapes. Première étape, c'est un appel de consultation dans lequel le côté humain, notre avocat, va aller définir quelles sont les options disponibles pour toi. Parce que c'est très important de pouvoir établir une stratégie avant de le mettre à l'avant. Une fois que cette stratégie est établie, tu vas avoir accès à IA dans lequel tu peux poser n'importe quelle question que tu as 24/7 et dans ta langue. Et on t'aide à préparer tes dossiers et à te maintenir à jour chaque fois qu'il y a un changement ou que tu dois faire une étape pour que tu te prennes à l'avance. Génial. Donc, de cette façon, tu puisses avoir la paix avec le côté des paperasses administratives. C'est un gros enjeu.
et te concentrer sur comment t'intégrer à la société québécoise, comment pouvoir t'épanouir. Parce que on est là pas juste pour venir apporter, mais aussi pour construire. Absolument. Et de mon côté, je suis très privilégié parce que mes parents ont pris le poids lourd pour que ma sœur et moi, on puisse vraiment s'épanouir et pouvoir faire ce qu'on fait dans ce moment. Absolument. Mais c'est super clair. Puis vous faites partie du coup vraiment de la solution. Est-ce que vous avez d'autres exemples par exemple d'OBNL ou d'institutions publiques qui viennent justement soutenir vos missions ou soutenir les immigrants pour essayer de promouvoir cette collaboration, parce que vos deux missions collaborent tellement bien ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs dans le cas à recommander? Ouais, des organisations à but non lucratif, pour le moment, on collabore pas nécessairement. On collabore avec certaines agences de développement économique parce que les agences de développement économique sont très proches de la réalité du terrain et des entreprises. On travaille avec des avocats en immigration, des consultants réglementés en immigration. On travaille avec une avocate en droit du travail parce que c'est important que ces travailleurs connaissent leurs droits et une organisation de relocalisation. Mais sont toutes majoritairement des compagnies privées qui ont cette mission-là à cœur. C'est quand même intéressant de savoir que c'est des entreprises privées qui prennent cette mission, alors que ça pourrait être quelque chose qui est aussi d'ordre public, tellement c'est d'impact nécessaire dans la société. Peut-être quelque chose que je pourrais rajouter, Anthony, ce serait, il y a des partenariats qui se font entre les OSBL, le gouvernement et puis les entreprises. Mais c'est sûr que ça prend plus de temps pour changer le système. Le gouvernement aussi, ça prend plus de temps. Donc, d'où la présence des agences de développement économique qui sont beaucoup plus, agiles. Mais au-delà de ça, une compagnie comme Cora International, puis les autres petites compagnies, sont beaucoup plus agiles dans le sens où on peut apporter des solutions. Et malheureusement, en termes de partenariat, le gouvernement majoritairement a des partenariats pas nécessairement avec le secteur privé, mais avec le secteur à but non lucratif. Et peut-être que ce serait une amélioration. Voir est-ce qu'il y aurait des possibilités de faire affaire avec des compagnies privées qui peuvent vraiment apporter un impact. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps pour développer cette relation. Nous, on est chanceux d'avoir compté avec des gens qui sont dans le côté communautaire. Parce que c'était mon premier réflexe. Je me suis dit, on est en train de donner une solution qui va aider la communauté. Comment on peut rapprocher ces différentes communautés? Donc, on a commencé avec la communauté ukrainienne, avec laquelle on avait été accepté, et ça les a aidés beaucoup parce que plusieurs d'entre eux sont venus en contexte de guerre et pas parce qu'ils avaient choisi. Ben oui. Alors, ils ne parlaient pas nécessairement la langue, et pouvoir faire ces consultations en ukrainien avec Aya, ça les aidait beaucoup. Donc, ils nous ont ouvert la porte. La communauté latino-américaine aussi, avec CAFLA et MANA, qui sont 12 organismes communautaires qui sont très actifs et qui ont déjà cette notoriété et ont déjà cet intérêt d'aider les gens. Au début, j'avoue qu'ils ont un peu peur de collaborer avec des compagnies privées. Parce qu'un des arguments qu'ils me donnaient, c'est tout à fait valable, c'est qu'ils disent, il y a beaucoup de compagnies privées qui viennent, en profitent et après ils s'en vont. Ils profitent de la confiance que nous, on génère déjà avec les nouveaux arrivants. De notre côté, ça a pris du temps pour pouvoir bâtir cette relation, cette confiance. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant, c'est eux qui s'en chargent. On fait des formations pour pouvoir guider tous les membres qui travaillent avec eux, pour qu'ils soient capables de pouvoir montrer à chaque immigrant comment ils peuvent utiliser Aya s'ils sont des questions d'immigration. Donc, c'est beau à voir, même si ça prend un peu plus de temps de pouvoir développer. C'est ça qui me fait chaud au cœur, de voir les résultats directs quand on voit les gens qui l'utilisent et qui peuvent l'utiliser à sa faveur. Absolument. Ça, du côté gouvernemental, c'est une autre histoire. C'est plus lent. C'est compréhensible que ça soit plus compliqué, mais un angle qu'on a trouvé, c'est collaborer avec des consulats. On a une collaboration avec le consulat de la Colombie et avec l'ambassade, en fait. Et la façon comme on a réussi à faire, c'est en donnant des données sur leur diaspora ici.
Le travail du consulat, c'est connaître leur population, mais vu qu'ils ont beaucoup de travail opérationnel de jour après jour, de répondre aux demandes de ces citoyens, ils n'ont pas nécessairement le temps, tout le temps de pouvoir faire des études, de pouvoir aller sonder et voir où se trouvent les différentes communautés. Et que c'est une chose que nous on fait à l'intérieur d'Ascaya. C'est à notre esprit d'aller toujours avec les données et de travailler à partir des données. Donc, on a bâti un portrait de la communauté colombienne et de l'immigration colombienne ici au Canada, ce qui a permis de pouvoir créer ces liens avec le consulat colombien. Et on continue à le faire maintenant avec le consulat du Mexique, avec le consulat du Brésil, le consulat de l'Argentine, parce qu'ils voient cet intérêt de pouvoir mieux connaître la communauté, par la suite pour savoir comment les aider. Absolument. Et nous, on fait ces liens en trouvant quelles sont les professions. Dans le cas de la Colombie, on sait qu'une des professions les plus recrutées, c'est les infirmières. Donc, on organise un webinaire pour les professionnels de la santé colombiens ici au Canada. Et comme ça, on offre un accord qui est gagnant-gagnant et qui leur permet de, eux, s'approcher plus à la communauté et nous, de pouvoir aider à cette communauté qui est notre marché. Absolument. C'est vraiment une bonne idée que je vais te piquer. C'est parfait. Ouais, c'est très bien de pouvoir donner quelque chose en retour au lieu de tout simplement demander à ces associations, ces ambassades de promouvoir le service. C'est super. Vous parlez beaucoup d'intégration, du rôle aussi du marché. Est-ce que vous voyez une évolution du marché du travail justement par rapport à cette intégration dans les prochaines années? Est-ce que vous êtes optimiste là-dessus? C'est quoi votre avis là-dessus avec vos lunettes experte? Ouais, moi je dirais déjà on est venu de loin. Hein. Il faut pas négliger tout le travail qui a été fait. Puis ayant travaillé dans les missions de recrutement international, il faut savoir que c'est toute une campagne de séduction aussi pour attirer les gens dans la province au Québec et aussi la mise en place des informations, des webinaires pour vulgariser l'information, même s'il y a encore du travail à faire. Donc il ne faut pas non plus négliger ce qui a déjà été fait. Et moi, je dirais, dans les prochaines années, même si actuellement, il y a comme une suspension de recrutement international, ça va se réouvrir parce qu'on n'a pas trop le choix. La population ici est vieillissante. Il y a aussi les avancées technologiques qui font en sorte que on aura toujours besoin de main d'œuvre qualifiée. Donc, d'ici les prochaines années, moi, je vois la politique d'immigration sélective qu'on a, juste probablement beaucoup plus mieux dessinée, avec des passerelles aussi, en tout cas, je l'espère, qui facilitera le parcours de l'immigrant. Et puis aussi les entreprises, j'espère aussi qu'ils vont se rendre compte de plus en plus parce que plusieurs entreprises ont été frileuses à recruter à l'international. Ça aussi, c'est un travail que les agences de développement économique font en démystifiant certaines choses, certains stéréotypes. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Absolument. Moi, je dirais qu'il y a deux aspects. D'un côté, c'est pour que le Québec puisse se développer économiquement, il faut qu'ils apportent plus de talent international. Parce que ça a augmenté leur productivité, ça a augmenté l'apport économique que leur compagnie peut faire. On a le cas d'une compagnie avec laquelle on travaille où elle doit faire des missions à l'international 3 fois par année parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des candidats qualifiés ici pour pouvoir combler la quantité de postes qu'ils ont. Et qu'est-ce qui arrive s'ils n'arrivent pas à combler ces postes? Ben, ça diminue leur capacité de grandir et à un moment donné, ils peuvent faire faillite. Donc, c'est très important de voir que c'est pas pour l'immigrant qu'on doit faire les changements. Si on veut le voir de l'autre côté, c'est pour le développement du pays. C'est pour la société. Et aussi le fait qu'on est dans un monde globalisé dans lequel l'expertise et le développement doit se faire à partir des approches qui viennent d'un peu partout. Ici à Montréal, on le parlait avant de commencer l'entrevue, c'est génial parce qu'on a
de très bonnes universités, on a des étudiants d'un peu partout dans le monde. Mais qu'est-ce qui arrive si ils voient que c'est trop compliqué de venir ici? Ils vont aller ailleurs. Et on va perdre ce côté international, ce côté qui nous démarque. Le fait d'avoir dans une compagnie des gens qui parlent 3 et 4 langues différentes, ça nous positionne d'une meilleure façon que si on aurait des personnes qui parlent juste une langue. Donc, quand on parle de changement de politique, c'est pour le bien du gouvernement en tant que tel, et pas juste pour le bien des immigrants qui viennent. Merci. Peut-être pour le mot de la fin, si vous deviez parler à un immigrant ou une immigrante en ce moment qui justement est peut-être un peu, il se sent désespéré ou il sait plus comment faire parce qu'il n'arrive pas à trouver ou elle n'arrive pas à trouver un emploi, il se sent un peu la situation est difficile pour les papiers. Ce serait quoi les mots que vous leur diriez? C'est quoi une recommandation que vous diriez à cette personne pour pas qu'elle lâche l'affaire puis qu'elle persévère là-dedans? Tu veux y aller? Comment dire? Je ne veux pas être décourageant, mais chaque personne a un cas différent. Et ce qui est important, c'est de bien s'entourer. De trouver ta niche, de trouver ton réseau dans lequel tu te sens à l'aise et tu puisses trouver des personnes qui ont vécu cette situation et qui peuvent mieux te guider à partir de leur carrière professionnelle. Absolument. Du côté migration, on est là avec Askaya pour pouvoir t'aider à avoir la paix de ce côté-là. Et à un côté d'employabilité, comprendre comment ça marche, les non-dits. Ici au Québec, on a des compagnies comme Cora. Absolument, absolument. Merci. Et toi, oui, alors je vais parler côté, c'est ça, côté carrière là. Tu l'as mentionné, Anthony. Ce serait vraiment de se renseigner le plus possible, d'aller chercher les informations, comprendre les réalités ou essayer de comprendre les réalités le maximum possible. Maintenant, avec la technologie et le monde globalisé, on n'a plus nécessairement d'excuses. Hein. Ça prend plus de temps de fouiller, mais l'information est quelque part. Créer un réseau, c'est possible. Avoir une présence sur LinkedIn si on parle des profils professionnels, puis pouvoir se positionner comme une solution auprès des entreprises. Et il faut être stratégique et se démarquer. Voilà. Merci. Je dirais, n'arrêtez jamais d'apprendre. C'est important d'avoir l'apprentissage en continu. Moi, je suis dans le milieu de l'intelligence artificielle depuis 2018. Puis une chose que je me rends compte, c'est que les choses évoluent très vite, mais c'est un avantage pour nous en tant qu'immigrants. Absolument. Tous ces outils, toutes ces nouvelles technologies qui se lancent, on doit les prendre comme un outil pour pouvoir mieux s'intégrer. Absolument. Plus que comme une menace. C'est ça. J'aimerais rebondir sur ce qu'Anthony a dit. Il faut vraiment, par exemple, dans le cas des travailleurs étrangers temporaires qui sont vraiment impactés par les changements de loi, il faut vraiment le voir comme une opportunité de se repositionner et pas nécessairement quelque chose de négatif, même si c'est assez difficile. Et le fait de continuer à apprendre l'immigration, c'est vraiment assez volatile aussi. Hein. Ça peut changer d'un jour à l'autre. Le marché de l'emploi est aussi volatile. Il y a les tarifs de Trump dont on n'a pas discuté. Une autre grosse conversation. Voilà, on a un nouveau premier ministre, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Absolument. Donc, je dirais être à jour, faire du go-to, investiguer, puis vraiment apprendre, comme Anthony dit. Voilà. Absolument. Je suis complètement d'accord avec vous. Puis je ferai du pouce sur le réseau aussi. C'est pour ça qu'on est avec la Jeune Chambre de commerce. C'est tellement important de trouver une chambre aussi qui nous correspond. Oui. Il y a plein de chambres qui représentent plein de communautés. Fait que c'est vraiment intéressant, je trouve, comme moyen de créer un réseau aussi quand on arrive. Parce que c'est quand même par le réseau aussi qu'on a souvent nos premiers emplois. Donc, merci beaucoup pour aujourd'hui et pour cette belle conversation. Je pense que vous donnez beaucoup d'espoir aux jeunes immigrants et immigrantes. Donc, merci beaucoup pour ce que vous faites. Et on se tient au courant. Puis, toutes vos informations sont dans la description du podcast. Merci. Merci pour l'invitation. Bonne journée.